Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. 199 Israéliens, certains ayant une double nationalité, sont toujours des otages du Hamas depuis la toute première agression du Hamas, l'agression terroriste du Hamas sur les territoires israéliens. Ils sont toujours retenus par le Hamas. On pense qu'ils sont dans la bande de Gaza, mais on n'a pas de nouvelles d'eux et on ne sait pas s'il y a des tractations pour les libérer le plus rapidement possible. On l'espère. Et devant toutes ces questions, on s'est dit on va parler avec un spécialiste, et qui de mieux que David Corona, ex-tireur d'élite et ancien négociateur de crise du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, le GIGN. Et il a notamment participé aux négociations sur l'attentat de Charlie Hebdo en 2015. Monsieur Corona, bonjour. Bonjour, merci d'être avec vous et de m'avoir confié un instant de parole pour cette dramatique situation. On est tous évidemment très touchés, très ébranlés par ce qu'on a vu depuis le 7 octobre dernier. Et ces otages, ils sont devenus un peu dans l'angle mort de toutes ces discussions-là. On parle peu des otages, alors qu'on devrait s'intéresser à ces 199 vies qui demeurent un peu en suspens. Vous, comme négociateur, comme ex-négociateur, lorsqu'il y a des prises d'otages dans un conflit armé, on commence par quoi? La première chose qu'on va faire lorsqu'on a des otages pris dans un conflit armé, c'est d'essayer de s'assurer de leur vie et de leur bonne santé. Lorsque vous êtes négociateur de crise, la première chose que vous allez mettre en place, c'est de demander une preuve de vie. Parce qu'effectivement, si les terroristes ou les preneurs d'otages espèrent obtenir quelque chose en échange des vies qu'ils retiennent, il va falloir d'abord s'assurer que les vies qu'ils retiennent sont toujours au même nombre et que les gens sont en bonne santé. Donc c'est la toute première chose qu'on va faire dans ce genre de crise. Une fois qu'on a une preuve de vie, par exemple, là, on nous dit, évidemment, on ne peut pas négocier avec le Hamas, c'est une organisation terroriste et j'en suis. Toujours est-il qu'il y a 200 vies qui attendent qu'on les libère. Est-ce qu'on négocie avec une organisation terroriste pour libérer 200 personnes ou pas? Oui, alors moi je pars du principe qu'on peut négocier avec tout le monde et j'entends plein de personnes comme vous qui disent qu'on peut pas négocier avec les terroristes. Je ne ferme pas cette porte-là. D'ailleurs, à partir du moment où les terroristes n'ont pas mis un terme à la vie c'est qu'ils attendent. Donc, effectivement, dire qu'ils vont s'en servir comme des boucliers humains, ou on peut se dire qu'ils vont s'en servir comme monnaie d'échange. Et même si la discussion ou la négociation n'est pas éthique, à un moment donné, ce qui doit prévaloir dans ce genre de situation, c'est de sauver des vies. Et d'ailleurs, en France, on a déjà eu l'occasion de discuter ou de négocier avec des terroristes, même si à l'heure qu'il est, on n'a pas réussi à les faire se rendre ou à libérer les otages. Il y a des espaces de discussion qui ont été créés. Et c'est pas parce qu'on n'est pas encore réussi aujourd'hui à négocier réellement ou à faire libérer des otages avec des terroristes qu'il faut se contenter de dire que c'est pas possible. Et c'est le rôle des forces spéciales et des négociateurs de crise experts que d'essayer systématiquement de garder l'espoir de trouver une voie à un endroit où on n'en a pas encore trouvé pour arriver à sauver des vies. Pensez-vous qu'il y a des négociations au jour d'aujourd'hui pour tenter de libérer ces otages, ces malheureux otages qui n'ont rien demandé? Est-ce que vous pensez qu'Israël, bien qu'officiellement on nous dit qu'on négocie pas avec le Hamas, officieusement, on est en train de négocier avec le Hamas? Alors, je suis pas sûr que Israël négocie officieusement avec le Hamas au vu des manœuvres qui ont été mises en place. D'ailleurs, il y a eu une espèce de jeu de coups de pression au début où le Hamas a dit à Israël, voilà ce qu'on a fait aux gens qu'on a tués sauvagement sur le terrain. Sous-entendu, faites attention parce qu'on a encore des otages et il pourrait leur arriver la même chose si on n'obtient pas ce qu'on veut, même s'il n'y a pas eu de revendication officielle. Et de l'autre côté, Israël leur a dit, pour leur remettre un coup de pression à l'inverse, leur a dit faites évacuer la bande de Gaza et on ordonne à tous les Palestiniens civils non impliqués dans le conflit de partir parce qu'on va passer à l'offensive et ça va être un carnage. Et donc, il y a déjà eu ce jeu de pouvoir et de contre-pression.
Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en disant ça, Israël et en particulier eux envoient un message aux observateurs internationaux en disant si vous voulez sauver des vies, si vous voulez faire en sorte qu'il y ait des otages récupérés, il va falloir que vous vous y mettiez d'une certaine manière parce que nous, on va pas négocier. Et c'est ce qui se passe à l'heure où on se parle. Il y a eu des tractations américaines, il y a eu des tractations du Moyen-Orient. Alors, dans ces intermédiaires-là, il y a toujours des gens qui sont intéressés. Il y a des gens qui vont essayer de se placer politiquement. Il y a des intérêts économiques aussi, des enjeux géopolitiques, et les intermédiaires ne sont pas toujours désintéressés. Mais par exemple, je sais que la France est en train d'essayer de tracter la libération des Français actuellement et qu'il y a forcément des multi-interlocuteurs et des négociations officieuses à l'heure où on se parle. Est-ce que ça doit être considéré comme un acte de faiblesse que de dire je vais négocier avec peu importe qui est devant moi pour libérer mes citoyens, libérer mes civils, libérer mes innocents? Pour moi, ne pas céder à la violence, ne pas céder aux menaces et arriver à faire preuve d'intelligence pour arriver à sauver des vies face à quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, pour moi, c'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un signe de force. C'est-à-dire que je considère que mon interlocuteur a pété complètement les plombs ou n'est pas en capacité d'avoir une humanité suffisante pour arriver à ne pas tuer des innocents. Et si moi, je dois lui faire croire que je pose un genou à terre, lui faire croire que, selon son point de vue, je suis faible, alors ça ne pose aucun problème. C'est la voie de l'intelligence et de la force pour moi pour arriver à sortir de ces situations-là. Avez-vous déjà négocié avec des terroristes islamistes? Et comment on peut les... Ça ressemble à quoi comme interlocuteur dans l'ordre d'une négociation, par exemple? Oui, alors je l'ai fait faire à 2 reprises. J'étais le négociateur sur les attentats de Charlie Hebdo en 2015 en France, face aux frères Kouachi dans une imprimerie en région parisienne. Et j'ai aussi dirigé les opérations de négociation lors d'une attaque terroriste dans le sud de la France, lorsque le colonel Beltrame, un colonel de gendarmerie, est mort. Dans le premier cas, on n'a pas réussi à discuter avec les terroristes parce qu'il y a un journaliste français qui a appelé les terroristes en direct et qui les a interviewés, ce qui nous a volé notre seule possibilité de négocier. Pour la deuxième situation, en 2018, on a réussi à parler aux terroristes et on a eu une assez longue discussion, un assez long échange avec le terroriste. Alors, le type d'échange que ça donne, c'est quelqu'un qui est complètement radicalisé, qui est complètement lobotomisé dans un disque rayé. Il va avoir des réponses à tout, des choses qui sont très coincées. Malgré tout, il y a de l'émotion. Malgré tout, il y a du raisonnement. Et il y a la possibilité de faire appel à des techniques assez classiques. On va faire le tour de l'environnement, quelle est sa famille, quelle est son éducation, comment est-ce qu'il a grandi, comment est-ce qu'il s'est radicalisé aussi, quelles sont ses croyances vraiment strictes et à quel endroit est-ce qu'on a de l'espace de négociation. Donc ça donne de prime abord des discussions qui peuvent paraître assez fermées, avec un espèce de monologue, mais parfois il y a des espaces de discussion qui se créent. On n'a pas eu le temps de discuter plus de 10 minutes avec ce terroriste, personnellement, en GIGN, parce que le colonel Beltrame, qui était retenu en otage avec lui, pendant cette discussion, lui a sauté à la gorge et ils se sont entretués. Donc on ne saura jamais si on avait la possibilité de le faire sortir. Mais en tout cas, une négociation avec un terroriste, ça ressemble à ça. Monsieur Corona, avant de vous laisser aller, j'aimerais avoir votre avis de professionnel expérimenté. Pensez-vous qu'on va retrouver ces otages vivants, sains et saufs, et qu'on va pouvoir les libérer? Ma première crainte, c'est que Israël mène un assaut massif et brutal, et que pour des raisons de frappe un petit peu à l'aveugle et d'une volonté du Hamas de tuer les otages avant qu'ils puissent être récupérés, j'ai peur, premièrement, qu'on perde les otages dans une contre-offensive de masse. Maintenant, via certaines tractations, il est possible, à mon sens, que le Hamas en vienne avec d'autres interlocuteurs à libérer certains types d'otages. Parce que je vous cache pas que c'est difficile de maintenir une prise d'otages de masse à long terme. Il faut se rendre compte que on a des dizaines d'enfants, des femmes enceintes, des gens qui ont besoin de traitement.
Et ça devient pénible au bout d'un moment d'arriver à gérer la logistique des gens Surtout qui quand on commencent n'a pas à se plaindre, à avoir besoin d'électricité, d'eau et de nourriture. Et à mon sens, c'était une bourde, c'était une erreur que de couper violemment la possibilité d'être éclairé ou de boire, parce que de manière indirecte, Israël prive ses propres otages d'eau en coupant l'eau à Gaza. Alors c'est une manière de faire, et c'est une manière d'essayer de mettre la pression, mais à mon sens, c'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Maintenant, voilà, pour moi, il est possible de récupérer les otages étrangers. Il est possible de récupérer peut-être certaines typologies de personnes qui sont blessées, malades ou enceintes, ou des jeunes enfants. Mais je pense que le Hamas va garder, quoi qu'il arrive, un noyau dur d'otages, quoi qu'il arrive, pour se préserver d'une attaque brutale et violente. David Corona, ex-tireur d'élite et ancien négociateur de crise du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, le GIGN. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'était un plaisir. Au revoir.